avant de parler de Valençol, justement, qui s'est passé en 1965 en France. Le cas Roswell. Aux États-Unis, ils ont soi-disant retrouvé, alors il y a des rumeurs sur le fait qu'ils aient les pilotes de la soucoupe volante qui auraient été récupérés sur des bases américaines, qui auraient permis d'avancer la technologie américaine sur la zone 51. J'ai regardé un peu tout ce qui se disait sur les ovnis. Quelle est ton opinion, toi qui es scientifique et qui a bossé pour l'État? Alors, tout d'abord, c'est vrai que l'affaire de Roswell, elle est troublante. Elle est en fait le summum de ce qu'on peut se douter qui arriverait sur ces histoires. Pourquoi ? Parce qu'elle raconte effectivement une histoire qui est liée aux ovnis, mais qui va beaucoup plus loin, puisque soi-disant on aurait récupéré à la fois du matériel et puis en même temps des êtres qui seraient dans ces objets. On a pris connaissance de ces cas au GEPAN en 1978. Un de nos collègues est allé aux États-Unis et a rencontré un ancien officier de l'armée de l'air américaine qui avait la confiance d'un certain nombre de pilotes et de gens comme ça, et qui lui racontait qu'il avait un certain nombre de cas où on avait récupéré des débris de ces objets. On n'avait pas encore d'éléments suffisamment importants. Et puis c'est avéré que en 1970, justement, un enquêteur, Stanton Friedman, un enquêteur privé, a rencontré par hasard un officier qui lui a dit « moi j'étais à Roswell et j'ai eu entre les mains des matériaux qui n'étaient pas d'origine terrestre. » Et à partir de ce moment-là, on est en 78, à partir de ce moment-là, l'affaire a démarré. Et elle continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Roswell, c'est quoi ? Mais objectivement, on commence à percevoir, à partir des années 90, un grand nombre d'éléments qui vont nous permettre de commencer à reconstituer un peu le pulse. Donc, Jess Marcel, cet officier, est le premier qui va parler de cette affaire. Et puis, progressivement, les enquêteurs vont partir à la chasse des gens qui auraient pu éventuellement être concernés par ça. Et ils vont retrouver, à Roswell même, des gens, par exemple, comme Walter Haut, qui était un ancien officier, qui était l'officier de communication de la base, qui va lui aussi expliquer un certain nombre de choses. Il va faire, lui, deux témoignages. Un témoignage, alors là-bas, le témoignage aux États-Unis, c'est sous affidavit, c'est-à-dire que les gens jurent sur la Bible. Les gens sur la Bible, ils jurent que, etc. Bon, ça peut se retourner contre soi si jamais, bref. Donc, il va faire deux témoignages. Dans le premier, il va dire oui, j'étais officier de la base, on a reçu effectivement des débris, on savait pas trop ce que c'était, etc. Mais 2-3 ans avant sa mort, et j'ai eu l'occasion de pouvoir l'entendre presque de sa bouche, puisque à l'occasion d'un tournage d'un film pour France 2, on est allé voir, et donc il a dit qu'il allait compléter son témoignage. Effectivement, il a complété son témoignage, puisqu'il a annoncé en fait qu'il avait assisté en étant allé sur place à la récupération d'un petit objet et des corps qui étaient là. Bon, donc ça c'est un des témoins. Mais des témoins, on en a depuis cette époque, en témoin direct et en témoin indirect, plusieurs centaines. Est-ce que des gens ont pu voir ces corps de pilotes extraterrestres hors ils ne sont pas extraterrestres. Moi, je précise toujours que là, on est face à des faits. Et même si j'ai investigué sur cette affaire depuis maintenant près de 40 ans, je n'utilise pas le terme extraterrestre. Non, mais ils ne sont pas humains. Alors, ils sont tout petits, non ? Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire le parallèle avec Valençol. Pourquoi ? Parce que la description qui est faite, alors sur Roswell, il fallait comprendre comment ça s'est passé. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a deux temporalités sur Roswell. La première, c'est la période durant laquelle il s'est passé des événements sur la base de Roswell. Et ensuite, pendant 30 ans, c'est le silence. Et à partir de 78 jusqu'à aujourd'hui, il y a sans cesse des rebondissements. Qu'est-ce qui s'est passé réellement sur Roswell? Donc, quand tu reprends tous les témoignages, c'est ce que j'ai fait. Je les ai tous décortiqués les uns après les autres. Eh bien, il y en a qui sont passés au travers. Et en particulier, un témoignage qui apparaît dans le journal qui annonce la récupération d'une soucoupe. Un couple de plombiers qui se trouvait le soir dans la nuit du 2 au 3 juillet 1947,
qui observe depuis sa terrasse le passage dans le ciel d'un objet qui va traverser le ciel et ils vont en voir en fait pratiquement pendant 50 secondes le passage d'un énorme objet. Et donc ils vont le lendemain rapporter ça à la presse qui va le marquer dans le journal. Et dans le même journal, c'est là où on apprend qu'il y a un fermier qui habite à peu près à 80 km de là, a récupéré dans son champ des débris d'un objet qu'on qualifie de soucoupe. Puisque là on emploie le 8 juillet le terme de soucoupe. À partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer. Donc on va envoyer ce fameux Jess Marcel au ranch, et là il va récupérer des morceaux qu'il va montrer à son fils, et le lendemain, toute une opération va être montée pour pouvoir donc aller récupérer l'objet. Mais parallèlement à ça, il s'est avéré qu'on a récupéré, pas très loin de Roswell, au nord de Roswell, un petit objet qui a été découvert par une équipe d'archéologues avec des étudiants. Et là, ils ont été confrontés à quelque chose de tout à fait étonnant, un objet qui avait de l'ordre la dimension d'une grosse Volkswagen, et tout autour, il y avait 3 cadavres, dont un survivant. Ils vont expédier un étudiant pour aller essayer de prévenir parce qu'ils croyaient que c'était en fait un avion qui s'était crashé. C'était quand ça ? Ça, c'était en fait le même jour que le crash. Le crash a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 juillet 1947. Et monsieur et madame Wilmot, là, le couple de plombiers, ils observent dans la nuit du 2 au 3 juillet à 21h30 le passage de cet objet. L'enquête que j'ai effectuée me permet aujourd'hui de dire que le témoignage de Wilmot est fondamental. Quand tu calcules la vitesse de l'objet, puisqu'ils l'ont vu sur un segment de 100 km à peu près d'où ils étaient, ils l'ont vu pendant 50 secondes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour penser que 50 secondes de 100 km, ça fait du 2 km par seconde. Qu'est-ce que c'est 2 km par seconde ? C'est 7200 km/h. Donc au minimum, l'objet allait à 7200 km/h. Ce même objet, on va le retrouver. Il va faire un rebond au bout de 40 km, et de 50 km, oui. Et ensuite, il va exploser. Il va exploser. Mais il va exploser pas de n'importe quelle façon. Il va exploser en traçant un sillon qui fait entre 200 et 400 mètres de longueur, 70 cm de large. Sur le sol ? Oui, et 1 mètre de profondeur. Et au moment de l'explosion, il va provoquer une empreinte qui fait à peu près 80 à 100 mètres de diamètre, à tel point c'est que le fermier va dire qu'il a vu une poêle à frire. Il avait le manche et il avait la forme d'une poêle. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il y a eu la dispersion des débris. Et les débris se sont dispersés sur plusieurs kilomètres. On a retrouvé des morceaux d'une certaine taille à environ 2-3 kilomètres. Mais personne ne les a récupérés, ça ? On a nettoyé les lieux pendant pratiquement 15 jours. Des soldats venaient par camion entier avec des sacs. Ça, c'est officiel. C'est le fruit de tous les témoignages. C'est le fruit des soldats qui ont témoigné, qui ont attesté qu'ils étaient là en train de... Les Américains n'ont pas officialisé ça ? Mais ils ne veulent pas l'officialiser. Pourquoi ? Il y a un secret absolu là-dessus. Il y a un secret absolu. Et le secret absolu, il est tous les jours. Alors pour en revenir maintenant au corps, ils ont été récupérés de 2 façons différentes. Les premiers, c'est ceux qui ont été récupérés par le groupe de... Alors là, faut voir un petit peu. Hein, les pompiers civils sont arrivés en premier, ils ont été chassés, les militaires sont arrivés. On a dit à tout le monde, si vous parlez, c'est pas difficile, hein, vous pourrez pas passer vos études. Ah oui, mais il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites au niveau des pressions exercées par... il y a même eu des violences qui ont été exercées contre le shérif de Roswell. On est sur une affaire, et à mon avis, c'est la bascule. Parce que l'affaire de Roswell, elle conditionne toute la suite au niveau des ovnis. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait comme travail ? J'ai essayé de rassembler toutes ces pièces de puzzle, et justement, ce témoignage de Wilmot, c'est lui qui me permet de tout rassembler. C'est combien de temps que tu t'intéresses à tous ces sujets ? 40 ans ? Oui, à peu près. Oui. Et c'est pour ça que je veux
au travers de ce livre, apporter, en fait, les pièces du puzzle que certains n'ont pas pu assembler. Et ils seraient passés où, les pilotes petite taille? Ils seraient passés où? Oh, bon, on connaît ils ont été expertisés très rapidement à l'hôpital de Roswell par un certain docteur Johnson, qui en a décrit d'ailleurs parfaitement les caractéristiques, mais tu vas pas être surpris non plus. Mais ils étaient morts pour 2 et vivants pour 1. C'est ça. Mais il est mort très rapidement. En fait, ils ont été transportés dans le fameux hangar H84 là, qui a servi donc à stocker, parce que quand tu récupères des débris d'un objet qui fait 80 à 100 mètres de diamètre, ça veut dire que derrière, il faut une sacrée logistique. Hein. Donc là, tu crois à ça? Mais je crois pas. Moi, je l'ai fait. Durant toute ma vie, toute ma carrière, je suis pas un homme de croyance. Je suis un homme de connaissance. Et chaque fois que j'ai abordé ces sujets, je me suis servi de la compétence des gens qui pouvaient m'apporter leurs compétences. Quand j'ai reconstitué la trajectoire, je suis allé voir les gens du bureau enquête accident de Toulouse. Les avions, là, quand ils se crashent, eh ben, c'est exactement la même chose. Je suis allé les voir. Et je leur ai dit, voilà, moi, j'ai un objet qui fait telle dimension, il va à telle vitesse, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne ça. Et en fait, j'ai réussi à démontrer qu'il y avait la concordance totale entre l'observation de l'objet, sa dimension, et le résultat des traces. Est-ce qu'on te traite de complotiste? Ah ben, j'espère. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas que moi qui suis complotiste. Pourquoi j'espère? Ben, j'espère parce qu'il y a Einstein qui est complotiste. Il y a von Neumann qui est complotiste. Il y a von Braun qui est complotiste. C'est qui von Braun? Von Braun, c'est en fait un des 50 savants qui a mis au point les V2 en Allemagne. Et dans une opération secrète... Les V2, c'était les grandes fusées. Voilà, dans une opération secrète qui s'appelle Paperclip, on les a transférés en douce donc dans le désert du Mexique, à quelques kilomètres de Roswell. Ah oui. Eh oui, White Sands, c'est juste à quelques kilomètres. Et donc, attends, tu vas voir, t'es pas au bout de tes surprises. Parce que là j'en parle, parce que maintenant, ça y est, le livre va sortir, je peux effectivement donner tous les éléments d'information qui vont paraître pour certains complètement Toi, tu fais partie des spécialistes français des ovnis, c'est-à-dire que tu es une référence. Il y a Jean-Claude Bourré, je crois, qui est... Oui, mais c'est un journaliste. C'est un journaliste. Moi, je ne parle que des éléments que j'ai pu vérifier. Factuels, quoi. Factuels, c'est ça. J'analyse des faits. Et les faits, ils font que, comme ils étaient à côté, ces braves gens-là, ces braves scientifiques, comme ils étaient à côté, on a organisé des visites. Comme il y avait tout était rassemblé sur la base de Roswell, ils avaient tout récupéré. Donc, ils ont demandé à Oppenheimer, Einstein. Oppenheimer, c'est celui qui a fait la bombe atomique. Oui, mais il était à côté. Il était à côté. Donc, ils lui ont demandé de venir. Et Oppenheimer a été témoin des choses. Il en a parlé? Il en a parlé. Celui qui en a le mieux parlé, von Braun. Dans mon livre, je cite son témoignage. Et donc, il a vu les cadavres. Et il les décrit. Ah non, mais c'est exceptionnel, cette affaire de Roswell. Et Oppenheimer les aurait vus aussi? Oui. Et Einstein aussi? Oui. Einstein, il a écrit une lettre, sa stagiaire d'ailleurs, qui, bon, je pense que c'est plutôt, elle a rapporté ce qu'avait dit Einstein. Mais tout ça, je l'explique, c'est étonnant. Donc, ça fait partie des éléments. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces corps? Ils sont pas allés à la base 51, contrairement à ce que c'est une légende, la base 51. C'est là où on développe tous les B2. C'est une base aérienne, quoi. C'est une base aérienne secrète. De l'armée, voilà. Absolument. Plus très secrète, du coup, tout le monde. Oui, mais ils sont ailleurs. Alors, on sait leur parcours. Ils sont partis par avion, pour certains. Ils sont partis par route, pour d'autres. Parce que quand on a des choses comme ça, ça se détruise, c'est un faut crash. séparer. Ouais. Donc, il y a eu des vols spéciaux qui ont été organisés, dans lesquels on a un équipage qui a dit les gars, on a fait la découverte du siècle, et on lui a dit aux soldats si jamais t'en parles, hein, tu sais ce qui t'attend. Donc ils sont partis sur Washington. Là, ils ont été expertisés à l'hôpital Reed, hôpital militaire, où il y a le docteur le Foster qui les a examinés. Donc c'est pas si secret que ça, si t'allais. Mais tout ça, c'est des gens qui ont parlé. Le problème, c'est que c'est tellement disparate au niveau des témoignages que plus personne n'arrive à... Moi, j'ai attendu
J'ai attendu, et j'ai attendu effectivement bien m'en appris, parce que j'ai appris même encore la semaine dernière quelque chose que j'ai rajouté au livre. Eh ben, j'ai appris que, par exemple, le général Twining, qui était en fait le commandant de toute la technologie de l'armée de l'air américaine, avait reçu l'ordre écrit, signé par le président Truman, de se rendre à Roswell. Et j'ai appris aussi que le général Eisenhower lui avait donné également cet ordre. Et donc, pardon, qu'est-ce qu'il a trouvé? Tu disais, ils ont envoyé à l'hôpital militaire les cadavres des trois pilotes. Ils ont envoyé... Bon, alors... on va évoquer un peu cette question des personnages, ces petits êtres, comme je les appelle. En fait, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils sont de petite taille, ils sont anthropomorphes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils nous ressemblent, mais ils ne sont pas comme nous. Et une tête. Ils sont pas comme nous. Ils sont en général revêtus d'une combinaison. En général, couleur grisâtre, etc. Et d'ailleurs, je retrouve dans les 7 cas que je cite dans le livre, dont Valençol. Et Valençol, il y a des personnages. Et donc, par conséquent, ces personnages ont fait l'objet d'une autopsie. Et là, les docteurs qui s'en sont occupés ont décrit parfaitement sur le plan anatomique ces petits êtres. Ils ont déduit que ils n'étaient pas comme nous. Du point de vue physiologique, ils n'avaient pas du tout les mêmes capacités au niveau respiratoire, ils n'avaient pas les mêmes organes. Enfin bref, on a des descriptions assez précises des choses. Et ils seraient partis où les corps après? Alors après, ils sont partis à la base de Wright Field, qui se trouve à côté de Chicago. On a des témoignages d'officiers qui disent qu'ils les ont vus. On a aussi le témoignage d'une infirmière, je crois, qui les a vus quand ils étaient transférés entre plusieurs labos. Mais c'est des trucs secrets. Une base américaine, parce que j'y suis allé de nombreuses fois dans les bases américaines. J'avais des amis qui étaient officiers dans l'armée de l'air. Ça peut servir. C'est très vaste, et donc les parties secrètes, elles sont très très éloignées, on ne peut pas y avoir accès. Voilà. Et donc, on ne sait pas où sont les corps aujourd'hui. Non, ils sont conservés, c'est clair. Mais on sait que, par exemple, ceux qui ont été conservés par la route, ils ont été mentionnés par le colonel Corso, qui lui, donc c'est un peu l'homme qui a introduit la notion de rétro-ingénierie sur le plan des débris de Roswell, puisqu'il était en charge de suivre avec les industriels cette affaire. Donc, faut pas oublier non plus qu'on a une période qui bascule en termes de communication. Par exemple, on pense que les lasers sont peut-être issus de Roswell, les lunettes infrarouges. Enfin, il y a pas mal d'éléments technologiques. Pourquoi Donald Trump, le président des États-Unis au jour du tournage, pourquoi il n'a pas déclassifié ce genre de document? Il adore faire parler des éléments de communication comme ça, en déclassifiant justement des dossiers sur JFK. Pourquoi il l'a pas fait sur Roswell, si c'était vrai? Il n'est pas le premier. Faut pas oublier que tous les présidents américains qui se sont succédés après les trois premiers que j'ai indiqués, donc ils ont tenté de le faire. Seulement, je pense qu'il y a c'est pas une omerta, j'appellerais pas ça une omerta. Je pense qu'il y a eu des accords secrets entre l'US Air Force, la CIA et le Pentagone. Et pour des raisons qui tiennent au fait que c'est un problème de sécurité nationale. Et l'utilisation comme moyen pour empêcher que ça sorte, c'est la désinformation. Moi, durant toute ma carrière, j'ai subi des pressions. Des pressions sur comment, c'est-à-dire des pressions exercées par des gens qui ne voulaient pas que le GEPAN existe. Il a fallu que je défende mon honneur. J'ai eu 2 procès par des gens qui se sont attaqués lâchement à mon travail. Et donc, j'ai été obligé de demander à ma direction de me défendre. Elle l'a fait. Je reconnais que c'est une bonne chose. Mais ça m'a affaibli considérablement. Pour quelle raison ils ne voulaient pas que tu crées le GEPAN? Mais parce qu'ils sont... Mais pour qu'on continue, mais idéologiquement. Idéologiquement, ce sont des gens qui sont des fanatiques de l'anti-ovni. Ils appartiennent à des groupes de pression qu'on appelle les rationalistes.
des gens comme la zététique, comme des psychosociologues qui, soi-disant, pensent que les ovnis, ça se passe uniquement dans la tête des gens et que c'est des légendes urbaines. On va parler de Valençol 65, oui. La fameuse rencontre. On parlait juste avant de Maurice Mas. Maurice Mas, c'est un cultivateur qui cultive de la lavande notamment, avec des grands champs de lavande dans le sud de la France. Et à un moment donné, il va voir arriver une soucoupe avec à l'intérieur des petits êtres qui sont, tu vas les décrire mieux que moi tout à l'heure, avec sa petite nièce aussi qui a créé un film. Ils ont créé un film qui s'appelle Valençol 65, Valençol 1965. Et donc c'est un film qui a été, on aura le réalisateur tout à l'heure, et donc la petite nièce qui a connu Maurice Mas, tu l'as rencontré aussi, qui était pas un uluberlu qui voulait faire parler de lui, mais qui allait voir la gendarmerie en disant voilà, j'ai vu ça, ils se sont posés devant moi, et effectivement le lendemain il y avait un trou dans la lavande, elle n'a pas repoussé à cet endroit pendant 10 ans. On va faire rentrer, si tu veux bien, Virginie Lacombe, qui est la petite nièce, et on va en discuter tous ensemble de Valençol 1965. Ça y est, on vient de faire rentrer Virginie, bienvenue à toi. Je suis désolé pour la voix, t'as vu que j'avais une voix un peu abîmée aujourd'hui. On embrasse ton fils déjà qui nous connaît, tu m'as dit en rentrant, voilà. Robin. Tu es la productrice du film Valençol 1965. Justement, on en parlait, tu connaissais très bien le cas, Jean-Jacques, puisque tu as travaillé sur le cas de Maurice, la personne qui a vu donc je sais pas si on peut appeler ça des extraterrestres, une soucoupe, voilà. Et toi, tu es la petite nièce de Maurice. Voilà. Donc c'est une histoire qui me tient à cœur, on va dire. Et donc tu as produit le film. Alors, je suis quand même... Dominique a commencé tout seul à produire le film. Le réalisateur. Voilà, exactement. Dominique a été tout seul sur ce projet au début, et puis il est allé voir ma tante à Valençol, comme quoi il avait écrit un scénario, il voulait faire son premier film sur cette histoire. Et après, bien sûr, ma tante m'a appelée, et voilà, ça a beaucoup perturbé la famille au début. Je ne suis pas du tout allée sur le film. Tu fais quoi dans la vie au départ? Tu es vraiment productrice? Je suis vraiment productrice, je produis des films, mais j'aurais jamais pensé à faire ce film-là. De la fiction. Sur le grand onde. Tu fais de la fiction? Oui, que du long métrage. Tu as fait quoi avant? J'ai eu 2 films qui étaient à Cannes, par exemple Port Authority, Mobilhome aussi, de Vladimir de Fontenay, et Port Authority de Daniel Lessovitz, qui était un à la quinzaine et un certain regard. Voilà, je suis plus dans ce genre de film d'habitude. Et donc là, tu as un monsieur, le réalisateur de ce film-là, qui t'appelle et qui dit « Je voudrais faire une histoire sur le film ». Voilà, qui est allé voir d'abord ma tante, et après, ma tante m'a dit « Voilà, donnez mon numéro », et voilà, il est venu me voir. Et je ne suis pas allée sur le film. Tu voulais pas? Non, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que ça me dérangeait, cette histoire sur la famille, mais on voulait pas l'empêcher de faire son film. Donc, ça te dérangeait parce que tu y croyais pas? Ça te dérangeait parce que tu n'avais pas envie de remettre le... Non, j'avais pas... Je disais, c'est tous ces films difficiles quand on commence sans chaîne de télé et sans rentrer dans une... Sans budget. Voilà, en rentrant dans un process de film un peu à l'arrache. Je veux dire, c'est compliqué. Avec une économie mes premiers films, bancale. des fois, on fait des choses comme ça, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, non. Et puis la famille, vraiment, ça nous perturbait. Et je l'ai rencontré à Cannes, et il m'a dit, je tourne au mois de juillet. Je lui ai dit, tu es fou. Et puis il l'a fait. Il a fait sans toi au départ. Voilà, au début, il a tourné 10 jours tout seul. Et après, il m'a montré des images que j'ai montrées à ma famille. Et puis on se parlait quand même pendant le tournage. On avait des échanges un peu, presque comme dirait Dominique, un peu de travail ensemble. Et un soir, il m'a appelé pour me dire si je voulais venir coproduire avec lui. Et j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec ma tante, donc la fille de Maurice. Et on s'est dit OK, voilà. Et moi, je me suis dit OK, allons-y. Et après, j'ai amené des amis, Steve, René, Darrell, Liol, et puis Ning Ning aussi, voilà, qui ont coproduit avec moi. Et après, on a monté quand même une structure après pour faire la deuxième partie de tournage, pour que ce soit plus facile, plus facile, on va dire, en production, mais pas en financement. Ça n'a pas changé, voilà. Ce qui t'a fait changer d'avis, c'est le coup de fil du réal qui te dit viens C'est m'aider. les images qu'on voyait. Parce que c'était joli. Voilà, exactement, parce que quand on a vu les images, on a j'ai senti tout de suite, on a senti quelque chose. Il y avait un vrai réal derrière, il y avait un vrai regard. Les images étaient magnifiques, et puis il se passait quelque chose à la caméra, voilà. Là, on parle de Valençol 1965. Juste après, on aura aussi un pilote qui a vu un ovni pour réagir au sujet, Jean-Jacques, dont on parle tout au long de l'émission. Est-ce que Maurice, ton oncle, t'a raconté à toi, quand tu étais petite, l'histoire? Il nous l'a raconté avec moi et ma cousine, puisqu'on passait toutes nos vacances donc chez Maurice et Jeannette. Il nous l'a raconté une fois. Il nous avait dit asseyez-vous à table, je vous le raconte une fois, je vous le dirai. C'était pas un frimeur. Plus jamais. C'était pas un mec qui voulait qu'on s'intéresse à lui. Ah non, pas du tout. Alors là, vraiment, c'était
au moins on parlait de lui, au mieux il se portait. Enfin, je veux dire, il rasait les murs. C'est important, la psychologie, le type de personnage. Si tu vois que c'est le fanfaron du village, comme par hasard, ça lui arrive à lui. Voilà. Non, bien sûr, non, pas du tout. C'est pas du tout. Maurice, c'était quelqu'un de très humble. Est-ce que Jean-Jacques, tu peux raconter en détail la version officielle et tu nous diras après si tu veux bien. Si c'est vrai. Si tu as eu d'autres, Virginie, si tu as eu d'autres petites infos de ton oncle. Le cas de Valençol reste pour les gens qui ont travaillé au